prêter le flanc à une accusation de dogmatisme. Vouloir absolument introduire une nécessité, ne pas faire la place à la contingence, ce que Kant a su admirablement faire, c'est ouvrir la porte à tous les dogmatismes et donc à tous les fanatismes, vous voyez ce qui s'ensuit. Alors, il peut certes arriver que vouloir à tout prix assigner une nécessité dans un processus soit le fruit d'un dogmatisme auquel il faille encore préférer l'impuissance du sceptique. Et nous n'oserions formuler l'hypothèse d'un continuum dialectique dans les attitudes en apparence opposées du philosophe face à la poésie et ou à la prose du monde, si, par-delà les avatars traversés par le système de sa première à sa dernière mouture, une écoute attentive n'en venait à nous faire percevoir à titre d'indice, je dis en voix haute, c'est pas une preuve, indice, ça engage à chercher des preuves, une insistance des plus signifiantes de la part de cette invariance à se faire entendre. Il s'agit des exemples qui surgissent sous la plume de Hegel lorsqu'il incarne une contradiction politique dans une figure esthétique. C'est toujours en effet dans le cadre de la tragédie grecque, et plus précisément dans celui de l'Antigone de Sophocle, que la réflexion hegelienne sur l'art et ou la cité, l'esthétique politique, ne cesse de puiser matière à développement. On peut affirmer sans risque qu'au moins en ce qui concerne le besoin de se référer à cette œuvre, c'est une continuité dans Hegel, elle est là. Hegel ne s'est jamais renié. Donc stop. Donc, et alors, peut-être que tu pourrais... Donc la continuité, c'est la référence à la tragédie grecque et spécialement ouais, Antigone. voilà. Mais avant de parler d'introduire vraiment Antigone, Oui. est-ce que tu peux quand même développer un peu, qu'est-ce que tu répondrais qu'est-ce que tu réponds aux accusations de dogmatisme ou de... parce que là, tu l'as fait de manière très... J'ai fait dans atelier, donc je vais répondre tout de suite. Là, tu le fais en condensé, et puis après ça, oui, tu mais enchaînes il ne faut pas que j'ai le défaut de dire ça, je l'ai déjà dit, c'est pas... Ceux qui vont regarder ce film-là n'ont peut-être jamais aucun atelier, donc effectivement. C'est très important. Alors, allons-y. Voilà, donc pose-moi la question, moi je préfère. Hein. Alors, qu'est-ce que tu réponds aux accusations des personnes qui peuvent considérer à première vue que ton discours peut être péremptoire, dogmatique, une assertion de vérité qui ne sont pas démontrées, et qu'est-ce qu'on entend philosophiquement même par le mot dogmatisme, qu'est-ce que Hegel entend, et comment toi, qu'est-ce que tu réponds à cette accusation? Voilà. Deux choses, une première sur le mode de l'humeur, une seconde sur le mode du concept. C'est-à-dire la première un petit peu à la limite entre la boutade et la réflexion. Hein. La première, c'est que depuis son origine, je suis sérieux là, autrement dit dès son principe, c'est-à-dire depuis son origine et à chaque instant de son renouvellement, dans son principe, la philosophie est encadrée par deux extrêmes. Encadrée au sens vraiment, tu vois, le malheureux était encadré par deux flics, hein, je veux dire, côté menaçant du terme. La philosophie est encadrée par deux personnes qui ne peuvent pas se blairer, mais qui sont alliées contre le philosophe. J'ai nommé le dogmatique et le sceptique. Première chose, qu'est-ce qu'il y a juste avant Socrate? Le dogmatisme, c'est très soir, hein. On est encore, n'est-ce pas, à discuter les problématiques soulevées, les lièvres soulevés par les présocratiques, continu, discontinu, un, multiple. À l'origine, il y a l'intelligence, Anaxagore, le nous, il y a le noumen dans la notion. Il y a le nombre, Pythagore. Chacun a son truc, là, et délivre immédiatement une dogmatique à partir de ce principe fondamental. Et à l'opposé, il y a les sophistes. C'est l'incarnation historique du scepticisme dans la cité grecque. Protagoras. Le vin te paraît amer, il est amer. Il te paraît sucré, il est sucré. Il n'est pas dans soi. On peut faire plus opposer. Alors, je sens qu'il y a déjà, dans les auditeurs, quand je dis ça, le goût de se classer, est-ce que je serais plutôt dogmatique, sceptique? Non, ne perdez pas du temps avec ces conneries. On n'est pas en philosophie. C'est que les deux paraissent s'opposer sur toute la ligne. Le philosophe, c'est celui qui voit le point commun dans ceux qui prétendent s'opposer. Je reviendrai, parce que c'est fondamental, ça. C'est le moteur de la dialectique, ce que je viens de dire. Voir qu'entre Harlem Désiré et Le Pen, il y a l'atlantisme de Mitterrand, par exemple, et réduire le débat politique à cette opposition
spéculaire, dirait Lacan, avec beaucoup d'intelligence, c'est-à-dire c'est moi dans un miroir, c'est moi à l'envers. Donc, speculum, c'est miroir, Spiegel en allemand. Donc, je reviens, qu'est-ce qu'ils ont de commun? C'est que la philosophie est inutile. Que puis-je savoir? Mais je sais tout, dogmatique, je n'ai pas besoin de me poser la question, j'ai la réponse. Que puis-je savoir des sceptiques? Rien, le contraire de tout. Mais le point commun, c'est que du coup, je m'évite le principal, ce qui déroute les paresseux, c'est-à-dire la recherche elle-même. C'est-à-dire qu'on est paralysé avant de commencer. Alors qu'à partir du moment, et je vais donner un exemple maintenant, théorie dogmatique du beau. Le beau, c'est Athènes, c'est le Parthénon et c'est la Vénus de Milo. Antithèse, le sceptique. Mais non, il y a des femmes calipies chez les Hottentots, il n'y a pas de beau en soi, ça dépend des cultures, et chez les Bantous, on n'a pas les mêmes modes musicaux que la gamme du. Donc il n'y a pas de beau en soi, c'est des conneries dogmatiques. Arrive Platon. Socrate, pas Platon. Qu'est-ce qu'il dit? Si je dis c'est beau, c'est que ça me plaît. Pour l'instant, tout le monde est d'accord, c'est pas une implication mathématique. Ah, cette chemise, elle est belle, elle me plaît. Si j'ai pour un plaisir qui me plaît, c'est qu'elle satisfait un désir. Donc arrêtez de chercher le beau à l'extérieur, dans Athènes ou chez les Hottentots, connais-toi toi-même. Si tu veux comprendre pourquoi c'est beau, cherche en toi quel désir c'est bien satisfait. Ou bien nous avons chacun des désirs irréductibles les uns aux autres, et dans ce cas-là, c'est le sceptique qui l'emporte. Ou bien il y a un désir universel, nous voulons tous la même chose, mais nous ne savons pas quoi, et donc c'est ni dogmatique ni sceptique, c'est la philosophie qui est nécessaire, connais-toi toi-même, et la recherche redevient justifiée. Donc je réponds un peu plus sérieusement à la question. Mais sinon, ne jamais oublier que dogmatique et sceptique, ces deux frères ennemis, encadrent la philosophie depuis l'origine. Ils étaient là avant, c'est le café du commerce, en gros, le dogmatique et le sceptique. Ils étaient là avant la philosophie, peut-être qu'ils sont là après, j'en sais rien. Mais en tout cas, ils ont toujours été là. Philosopher, c'est se faufiler, sans souscrire ni à l'un ni à l'autre. C'est-à-dire que puis-je savoir quelque chose? Le phénomène, dira Kant, par exemple. C'est ni tout, ni rien. Par exemple. Ok, donc ça c'est bien, tu as fait la synthèse, c'est important d'avoir ça, une synthèse de l'histoire du fondement de la philosophie avec ses deux ennemis. Mais comment différencier le fait de faire une sorte de mauvaise mélange entre sceptique et dogmatique, et entre le fait de vraiment faire des effets? Pardon? Entre le fait de mélanger grosso modo sceptique et dogmatique, oui, il y a des choses que je peux savoir, des choses que je peux pas savoir, la fausse nuance et la philosophie. Moi je prolonge la question en disant, l'autre question qui était dans ma question, c'est pourquoi est-ce qu'un philosophe peut avoir l'apparence dogmatique, c'est-à-dire, comme tu disais tout à l'heure, donner des vérités plutôt que déblatérer des certitudes. J'ai envie de vous répondre d'une manière marxienne, hegeliano-marxienne. C'est-à-dire, d'abord, il faut réfléchir le présent historique qui nous détermine, alors qu'on croit parler d'une manière intemporelle de l'un, du multiple, du dogmatique, du sceptique, comme j'en parlerai à l'époque de Spinoza. En oubliant que nous vivons sous le règne d'un capitalisme sans partage depuis que le mur de Berlin est tombé, là aussi tout le monde sera d'accord. Pour l'instant, la planète, je veux dire, elle est menacée par un impérialisme du capitalisme, peut-être pour le meilleur, peut-être pour le pire, je ne tranche même pas en valeur. Mais le fait est là. Or, le capitalisme a besoin qu'on soit sceptique. C'est-à-dire que chacun soit enfermé dans sa bulle, que chacun se pense comme un individu. Facebook, là, nous sommes là pour satisfaire vos goûts, votre quotidienneté, vos amis, votre particularité, que nous étudions avec nos logiciels, etc., de sorte que nous faisons des propositions sur mesure, qui n'ont rien à voir avec les mesures d'Erwan. Déchirez-vous. C'est le contraire des prolétaires de tous les pays, unissez-vous. Donc, ne pas oublier ça d'abord. Je réponds d'une manière politique d'abord à votre question, parce que c'est le bon début. Sinon, on risque de croire que c'est des problèmes vraiment purement théoriques.
Et donc, je réponds d'une manière plus approfondie à votre question maintenant pour ce qui est de la démonstration, parce que là pour l'instant il n'y en a pas. C'est tout l'abîme qui sépare, une dichotomie hegelienne importante, la certitude de la vérité. D'accord ? C'est un peu un point faible de Descartes, de mal distinguer les deux. Chez Descartes, la certitude est un critère, de sorte que je ne vois rien de certain. Ça revient tout le temps comme une obsession. Il y a deux mots qui reviennent chez Descartes et qui montrent non pas sa faiblesse de penseur, c'est un immense penseur, mais la fragilité de sa formulation. Enfin, il n'y a pas encore un vocabulaire hyper technique et spécialisé comme ça viendra chez Kant, Spinoza, par exemple, d'accord ? Donc, quand il dit, d'ailleurs, j'ai dit le bon sens, ou bien la raison, ou bien l'entendement, ou bien la faculté de distinguer le vrai d'avec le faux, on voit qu'il est indifférent. Je trouve que ça avance, Descartes, il s'en fout un petit peu, c'est pas un structuraliste, hypnotisé par le signifiant. Mais quand même, les inconvénients, c'est ça. C'est que quand il dit l'évidence, lui qui est tout le contraire d'un empiriste, ne voit pas que dans l'évidence, il y a vidéo. Par exemple. Et donc, il y a un privilège de ce qui est valable pour l'œil, dans ce qui est censé être une vérité intelligible. Je donne un exemple des inconvénients que ça peut porter chez quelqu'un d'aussi méfiant que Descartes, et d'aussi préparé à douter, le contraire du dogmatique. Lorsque dans le fameux passage du morceau de cire, après avoir la dramatisation, d'abord c'est synchronique, hein, voilà la chose avec ses propriétés, puis c'est diachronique, les propriétés évoluent, passent à leur contraire, le blanc devient jaune, l'odeur de miel, la douce odeur de miel devient odeur de cramé, etc. Il y a tout d'un coup la question, la même cire demeure-t-elle après ce changement? La question que seul un philosophe peut poser, parce qu'elle porte sur les mots tout d'un coup. Pourquoi je continue à l'appeler la cire alors que tout ce par quoi j'ai défini a changé? J'ai défini par ses qualités sensibles, un bon empiriste spontané, un bon monsieur tout le monde. La même cire demeure-t-elle? C'est bon, là on va avoir un développement fantastique, phénoménologique. Point à la ligne. Non, point. Certes, elle demeure et personne ne le saurait nier. La réponse est immédiate, elle est aussi peu cartésienne que possible. Descartes nous a toujours dit qu'il fallait se méfier de la prévention et de la précipitation. Là, il répond avant même d'avoir réfléchi. Certes, il commence par le mot certes, certitude. Elle demeure et personne ne le saurait nier. Donc il reste plus à savoir comment il faut appeler ce qui demeure. Mais c'est bien la même cire. D'accord? Il n'est pas allé jusqu'à la mort. Trop moderne. C'est la même cire, l'espèce d'éternité de la substance cire, quoi qu'il lui arrive, comme transformation d'attribut, la substance reste là. Un exemple de ce que je vais donner, la certitude est tout le contraire. C'est pas que c'est différent, c'est le contraire, c'est ce qu'a vu Hegel. Par exemple, pendant des millénaires, les hommes sont certains que sous nos pieds, il y a le plancher des vaches, c'est-à-dire quelque chose qui ne bouge pas. C'est une certitude, encore pour beaucoup de gens. Hein. C'est une certitude. C'est tout le contraire d'une vérité, parce que sous nos pieds, il y a une planète qui se déplace à 30 km/s autour du Soleil, entre autres mouvements, hein, sans compter sa rotation, etc. Donc il y a un long chemin de la certitude, hyper dogmatique, qui est souvent basé sur l'habitude. Je ne veux pas revenir au Parthénon, au mec qui n'a jamais vu que le Parthénon et la Vénus de Milo, pour lui le beau c'est chez moi. Hein. Voilà. Dans le monde entier, on n'admire que les choses laides. Et donc, j'ai choisi une dichotomie certitude-vérité où on fait des énoncés que, et c'est votre question, on pourrait dire péremptoires. D'accord? Parce qu'à ce moment-là, il n'y a rien de plus péremptoire qu'un manuel de mathématiques. Hein. Le cercle, le lieu des points équidistants d'un même point, boum, d'accord? Ou des propositions de physique, je veux dire, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Ex nihilo nihil fit, du néant rien ne procède, il faut toujours qu'il y ait une cause. Tout ça, c'est des affirmations, presque des décrets divins, on pourrait dire, mais non. Parce que c'est doublement étayé et sur l'expérience et sur le raisonnement, et surtout sur l'expérimentation, c'est-à-dire un raisonnement mis à l'extérieur, au sensible. Voilà, je réponds à votre question
Non, c'est hyper intéressant. Donc, en fait, tu dis à ces gens-là, vous confondez certitude et vérité. Vous m'accusez de dire. Je confonds, non, je donne surtout les moyens de les distinguer, parce que ça, c'est la question d'Erwan. Oui. Comment les distinguer? C'est que la vérité passe par le détour d'une rationalité communicable à tout le monde. Si vous n'êtes pas d'accord, vous avez bien raison d'exprimer votre désaccord, on peut se mettre d'accord. Il y a une démonstration qui fait que tout le monde est d'accord. Mais là où il y a une résistance psychologique, c'est que toi, tu défends l'idée selon laquelle on peut appliquer une rigueur et un raisonnement mathématique à des choses qui sont communément, ordinairement considérées pour des raisons psychologiques et politiques comme étant floues, subjectives, c'est-à-dire les sciences humaines, c'est-à-dire le monde politique dans lequel on vit. Appliquer de manière mathématique la raison aux choses humaines. Et ça, c'est quand même la chose qui est la plus difficilement digeste pour une époque qui est sûrement, c'est le début de ta réponse, sous le règne sans partage d'un capitalisme. Et déjà, on désespère d'introduire une rationalité. Chacun doute de penser que ses goûts à lui, etc., puissent être universels, etc. Si en plus c'est encouragé par le système politique dominant, effectivement. Alors, plus qu'un bémol à la manière dont tu formules ta question. Je n'ai jamais dit qu'on pouvait introduire une rationalité mathématique dans les sciences humaines. Une rationalité, oui, mathématique, certainement pas, parce que la mathématique, c'est pas le domaine de la raison, mais de l'entendement, premièrement. C'est certainement pas la même logique. Donc c'est important, c'est intéressant ta question. Elle nous ramène à une distinction fondamentale opérée par Kant entre Verstand, l'entendement, et Vernunft, la raison. D'accord ? C'est intéressant parce que dans les sciences dures, ou sciences de la nature, sciences de la matière, sciences exactes, chaque fois je fais exprès de dire libre à chacun de s'appeler comme il veut, mais enfin, on voit bien qu'on parle du même corpus, c'est Jussieu, c'est pas la Sorbonne. Vous êtes Pierre et Marie Curie, vous êtes Princeton. Donc, ce qui les distingue, c'est que là règne le couple cause-effet, si c'est des sciences appliquées, ou bien proposition antécédente, proposition consécutive, si c'est des sciences pures, c'est-à-dire mathématiques par exemple. Donc c'est le principe d'identité qui est transporté de la définition au théorème, si on est dans les sciences pures, d'accord, de la connaissance de la cause à la déduction de l'effet, si on est en physique. De la connaissance de la cause et des conditions dans lesquelles elle s'effectue, etc. Je rappelle que le principe de causalité consiste à dire les mêmes causes dans les mêmes conditions, de température et de pression, produisent les mêmes faits. Il ne faut pas dire les effets, sinon c'est une tautologie. Les effets, c'est ce qui est une cause. Produisent les mêmes faits, c'est ça le principe de causalité. Or, ce n'est pas du tout cette rationalité que j'ai introduite dans les sciences humaines, car si elle était introductible, ce qui est le rêve du positivisme, et rêve qui devient un cauchemar avec les sciences cognitives aujourd'hui, on veut nous faire croire que Proust, tout ça, je veux dire, ça veut dire que les êtres, quand on sort des sciences humaines, quand on revient à la nature, tout est enfermé dans son instantanéité. Et Hegel a une phrase qui paraît mystérieuse, mais qui tout d'un coup devient une clarté quand il dit la mort, c'est l'être là devenu immédiat de la nature. La mort, c'est rare que Hegel donne une définition de la mort. C'est l'être là, avant d'en arriver à la triade que l'apparition de l'outil fait surgir, à savoir deux extrêmes, le travailleur et l'objet travaillé, et entre les deux un moyen terme, l'outil. Ne jamais oublier ce schéma. Donc avant de revenir à ce que Marx appellera bientôt la praxis, même si le terme n'est pas chez Hegel, je veux dire, Hegel l'a fait surgir pour la première fois dans la réflexion philosophique, dans l'histoire de la pensée philosophique. Puisqu'il va jusqu'à dire, dans le texte que je cite, extrait de la première philosophie de Iéna en 1805, 2 ans avant la phénoménologie, il va jusqu'à dire que l'outil est une des puissances de l'esprit. Ça veut dire que s'il n'y avait pas eu l'outil, l'esprit ne serait jamais apparu. Il est difficile de le faire moins idéaliste que cette affirmation. Que l'outil est à l'origine de la pensée, ça veut dire quand même. Bon. Donc avant d'y revenir, je rappelle quand même le rapprochement que je me permets de faire, je l'ai annoncé en disant qu'on en parlera plus bas ou plus loin, avec le tertium quid chez Freud et ce que Freud appelle la fonction symbolique. Par un dernier exemple, c'est celui du rêve de vol qui est assez fréquent, n'est-ce pas ?
Et vous remarquerez, j'ai pas besoin d'insister, que le rêve de vol, faites-le raconter par ceux qui y sont sujets ou qui en sont l'objet, comme vous voulez, il est presque toujours euphorique. Je dis presque par précaution épistémique, il est quasi toujours euphorique, alors que les rêves de chute sont angoissants. Or, d'après Freud, je le dis dogmatiquement, le rêve de vol exprime toujours l'érection. Ne croyez pas que celui est venu comme ça, arbitrairement, il a vu 2000 sujets dans l'expérience clinique, hein, avant. Mais surtout, c'est la démonstration qui est superbe. Je veux dire, quel est le rapport entre le rêve de vol 1 et l'érection 2, entre le comparant et le comparé, un troisième terme, le fait d'aller du bas vers le haut, qui n'est exprimé ni dans le 1 ni dans le 2. Alors que, quand on dit les noirs comme l'ébène, il est clair que le terme commun, le noir, est présent dans l'énoncé, donc il n'y a aucun mystère. Or, Baudelaire l'a dit, le beau est toujours étrange. Si esthétique, c'est quelque chose de caché qui vient expliquer ce plaisir très spécifique et le plaisir esthétique. Donc, je répète, il y a quelque chose de commun, mais non explicité, qui rapproche l'érection du rêve de vol, ou le rêve de vol plutôt de l'érection, c'est le fait d'aller du bas vers le haut. Voilà l'élément commun, commun aux deux. Voilà le tertium quid, le quelque chose, troisième, mot à mot. Eh bien, on peut maintenant revenir à cette première analyse de la praxis dans l'histoire de la philosophie que fait Hegel dès 1805. Sans doute la lecture de Rousseau n'est pas indifférente quand vous voyez l'importance du travail et du travail manuel en particulier dans l'Émile de Rousseau par exemple, n'est-ce pas? On peut y revenir. On a tout le schéma ternaire. Deux extrêmes, le travailleur, l'objet travaillé, et un moyen terme, l'outil, qui semble secondaire là-dedans. Hein. C'est le moyen terme, là. Ce qui compte, c'est toi là-bas et moi ici, le pont entre les deux, entre nous deux, c'est rien, c'est un moyen dont je me sers pour te rejoindre, c'est toi et moi les choses importantes. J'ai rendez-vous avec Nicole, je ne sais pas pourquoi je dis Nicole, un rendez-vous d'amour, ben, je veux dire, c'est le métro, c'est un moyen, c'est pas important, ce qui compte, c'est elle, c'est moi. Et en fait, progressivement, on s'aperçoit que le moyen terme est toujours plus important que ce qu'on pensait et que c'est lui qui reste. Le travailleur disparaît, Marx le répétera, il s'épuise dans la production. L'objet travaillé, n'en parlons pas, la falaise, elle disparaît dans le travail du cantonnier, elle devient un tas de cailloux. Ce qui reste, c'est l'outil. Et c'est pour ça que je renvoie à la citation précédente, Hegel avait dit « il se maintient dans les générations ». Ça veut dire que l'enfant de la génération d'après ne repart pas à zéro comme fait l'animal. Comme les abeilles ont le même système de communication depuis que l'espèce des abeilles existe, et c'est le même dans le temps, mais c'est le même dans l'espace, les abeilles du Japon et les abeilles de Californie ont le même système de communication, alors qu'on n'a pas les mêmes langues en Californie, au Japon et ici. C'est là que vous voyez hein, la différence, à savoir que l'enfant, lui, il va partir de la pierre polie et non pas de la pierre grossièrement, entre parenthèses, taillée. Le fait de la polir était déjà un progrès qui donne une forme plus appropriée à ce que je veux faire. Ce n'est pas un simple éclat de silex. Et puis n'en parlons pas quand tu arrives au métal, au bronze, puis au fer. Donc à chaque fois, on ne part pas de zéro. Et comme dit Hegel, et ça fait sursauter, hein, des choses qui ont demandé des millénaires d'efforts et de progrès sont devenues des jeux d'enfants. Pour l'éducation des enfants. Je fais une petite parenthèse sur les jeux d'enfants. Gluskar. Une fois de plus, c'est dans ces détails apparemment marginaux qui est peut-être le plus profond, disait qu'à chaque génération et dans chaque moment de l'histoire, et même à un niveau anthropologique, il y a des divertissements et des jeux, pour les jeunes et pour les enfants, qui sont un apprentissage des avant-gardes de la praxis. Et je m'explique, ça paraît un peu abstrait. À quoi ils jouent les petits pygmées dans la forêt? Ils se fabriquent des petits arcs, comme leur père chasseur. Ça vend tous les chasseurs dans la forêt, chasseurs-cueilleurs. D'accord? C'est le jeu de l'arc, à qui il va viser le plus juste, etc. D'accord? Quel est le jeu dont Gluskar parle dans les années 60? Le flipper dans les cafés. Maintenant, c'est les tablettes, je ne sais pas, vous connaissez ça mieux que moi, les consoles, non? Bon, ça veut dire que chaque époque a un objet qui initie aux nouvelles forces productives. Quand le presse-bouton de l'électroménager est intervenu, il y a eu les flippers, il y a eu... Ben oui. Et maintenant, moi je vois mon petit-fils,
il est 10 fois plus adroit que moi pour cliquer, pour se débrouiller, pour surfer, hein, alors qu'il sait à peine marcher. Donc il y a un côté initiatique, que Kluskar a très bien vu, hein, dans le ludique apparemment, le jeu, hein, il y a un apprentissage aux nouvelles forces productives, une initiation, voilà, comme on dit chez les sauvages, pour parler comme les anciens anthropologues.